Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h. Et parmi les grands titres de l'actualité, nous vous emmènerons sur le chantier Maréterra. Les travaux presque titanesques avancent à grands pas. Patrice Pastor, le président délégué de JB Pastor et Fils, fera un bilan d'étape avec nous. De belles voitures de toutes époques ont paradé sur les routes de la région avant de regagner Monaco la nuit dernière. Reportage complet dans ce journal sur l'édition 2022 du Rallye Monte-Carlo historique. La Roca Team à la relance à Athènes. Après 2 défaites en Euroleague et en championnat de Betclic Elite, les basketteurs monégasques sont allés gagner en Grèce mardi soir face au Panathinaïkos. Le match de barrage du groupe mondial 2 de Coupe Davis entre le Maroc et Monaco se jouera finalement en principauté début mars. Décision a été prise par le comité de la Coupe Davis en raison de l'incertitude qui planait sur la fermeture des frontières marocaines. Guillaume Couillard, le capitaine de l'équipe monégasque de Coupe Davis, sera notre deuxième invité. J-2 avant l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Monaco sera représenté dans 2 disciplines, le ski et le bobsleigh. Le portrait dans cette édition de l'équipage monégasque engagé en bobsleigh à 2. Et puis les traditions ont toujours du bon, surtout lorsqu'elles sont gourmandes. Nous ne manquerons pas de fêter la Chandeleur à la fin de ce journal. Mais tout de suite, pour débuter, le point sur un chantier qui intrigue autant qu'il fascine. Le projet Maréterra avance à vue d'œil. Où en est-on concrètement? La crise a-t-elle ralenti les travaux? Les réponses à ces questions avec le président délégué de JB Pastor et Fils, Patrice Pastor. Il est interrogé par Fabien Bonilla. Patrice Pastor, bonsoir. Bonsoir. À quel stade nous trouvons-nous aujourd'hui concernant ce vaste chantier qui est Maréterra? Bien, on se trouve à un stade d'avancement relativement important. À ce jour, toutes les entités sont en phase de gros œuvres, donc de construction de structures. À ma droite, vous pouvez voir le plus grand bâtiment qui s'appelle le Renzo. En cours de construction, on est au 8e et 6e étage de ce plus grand immeuble de l'opération de Maréterra. Et puis juste derrière moi, les premiers immeubles qu'on appelle le jardin d'eau, les quatre bâtiments collectifs. Et puis à ma gauche, les premières villas, ce qu'on appelle les villas de la colline, qui se terminent. Pour la première, la structure a été terminée la semaine dernière. Et puis les prochaines phases, les prochaines étapes, ce sont les villas de la mer, c'est-à-dire les villas du bord de mer, les 7 villas du bord de mer, qui sont en cours de réalisation. Combien de personnes sont mobilisées là sur place ? À ce stade-là, ce n'est pas encore très impressionnant. On a aujourd'hui 800 personnes qui travaillent sur Maréterra. Le pic, ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire la période durant laquelle on aura un maximum d'effectifs, on le sent à partir de l'été prochain. Donc dès que les corps d'état techniques et secondaires vont rentrer dans les différents bâtiments. Et on devrait doubler l'effectif actuel, c'est-à-dire passer bien au-delà des 1500 personnes. Les délais sont-ils tenus? Parce qu'une extension en mer comme ça, j'imagine que c'est un chantier complexe. Les délais sont bien maîtrisés. Je vous rappelle que quand la SAM Lance du Portier, le développeur, donc, a signé son contrat, le traité de concession avec l'État, l'objectif était une livraison en juin 2025. Aujourd'hui, l'objectif est de décembre 2024, donc 6 mois ont été gagnés sur l'objectif préalable. Et on espère encore sauver quelques mois. Et ça passe par évidemment une très bonne organisation, une bonne aussi, j'allais dire, ambiance au sein des collaborateurs. Et pour ça, on sait faire. D'accord. Et ça, malgré la crise sanitaire, vous ne la subissez pas sur ce chantier ? La crise sanitaire, on l'a subie financièrement, ça c'est une évidence. Mais en impact planning, non. Je vous rappelle que, et ça a fait couler beaucoup d'encre, que pendant la période Covid, ce chantier ne s'est pas arrêté, puisqu'ont été mis en place les dispositions, bien qui sont encore en place aujourd'hui d'ailleurs et pour tout le monde, et que tout le monde a adopté d'ailleurs. Et donc on n'a pas souffert niveau délai. On a dû s'équiper, on a dû s'organiser. Aujourd'hui, c'est une trentaine de cas Covid systématiques depuis 3 mois environ. Donc ça veut dire qu'on a plus d'effectifs que prévu. Et l'impact, c'est un impact de coût. Dès lors qu'on est bien organisé, c'est un impact de coût.
Et quel sera le calendrier des prochaines semaines et prochains mois en termes d'étapes emblématiques à franchir concernant cette extension en mer? On va dire que les étapes importantes, c'est l'été prochain, la fin la terminaison de structure des premiers bâtiments du quartier des Jardins d'Eau. C'est un challenge un peu ambitieux qu'on s'est fixé avec les équipes, qui est réaliste. Et puis c'est fin d'année, la fin du premier bloc du bâtiment emblématique de Renzo Piano qu'on appelle Lorenzo, qui là encore est un gros challenge. Oui. Pour l'instant, nous sommes donc dans des phases de travaux. On a un peu de mal comme ça à imaginer le rendu. Racontez-nous, là je ferme les yeux, comment sera Mare Terra, l'âme de Mare Terra? Faites-nous rêver. À vous faire rêver, c'est pas facile hein, pour quelqu'un qui fait du béton armé. Mais que vous dire? Que vous dire? Tout simplement qu'on va réaliser le quartier de Monaco le plus vert, qu'on va avoir une colline absolument extraordinaire qui sera tout simplement un décor qui va arriver en quelques mois puisque la préparation hors de Monaco est tout à fait exceptionnelle. On a acheté 1000 arbres il y a 2 ans en Italie, on les a emmenés au bord de la mer pour qu'ils se préparent, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions, pour que dès qu'on sera en place sur le chantier à leur arrivée, eh bien, ce sera un spectacle. Je pense que la place principale, la place Princesse Gabriella, avec le petit musée Calder à l'air libre, sera aussi quelque chose de très apprécié. La marina évidemment, puisqu'on aura un petit port uniquement piéton, donc propre et calme, avec une belle offre commerciale, donc qui devrait ravir le public. Et puis évidemment nos promenades, puisque la liaison entre Mare Terra et le nouveau Larvotto, eh bien, c'est plusieurs kilomètres de promenade à l'abri, dans le calme et dans une ambiance de très grande qualité. Patrice Pastor, merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir comme ça expliqué comment sera cette extension en mer. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous. Alexandra Pani nous rejoint pour le premier point info de ce journal et la participation de Monaco à la 150e session du Conseil exécutif de l'OMS. Bonsoir Patricia. Le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé fait partie de ses organes directeurs et se réunit 2 fois par an. Cette fois-ci, il s'agissait d'une réunion sous format hybride compte tenu de la crise sanitaire. À l'ordre du jour, notamment le vote en faveur du second mandat de l'actuel directeur général, mais également des discussions quant au renforcement de l'OMS, mais aussi des débats liés aux questions budgétaires et au financement durable. La délégation monégasque était menée par l'ambassadeur de la mission permanente de Monaco auprès de l'ONU Genève. Carole Lantéry a donc pris la parole sur des thématiques prioritaires pour la principauté, comme la promotion de la santé mentale ou la lutte contre l'élimination du cancer du col de l'utérus. À Dubaï, la fondation Cuomo était invitée à participer à une table ronde dans l'enceinte de l'exposition universelle. Au cœur de cette table ronde, la santé et le bien-être, le professeur Gilles Dreyfus est intervenu sur la thématique « Prédire et prévenir les maladies, comment façonner le futur de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque ». Rappelons que nous avions suivi il y a quelques années le professeur Dreyfus à Dakar, au Sénégal, au centre cardio-pédiatrique subventionné par la Fondation Cuomo. Et puis cette rencontre, Alexandra, entre Michel Huneau et son homologue français, Guillaume Valette-Valla. Une rencontre effectuée dans le cadre de la récente prise de fonction de Guillaume Valette-Valla, l'occasion d'évoquer la coopération entre les 2 cellules de renseignement financier, une coopération internationale aux enjeux considérables dans le cadre notamment de la prévention du blanchiment des produits du crime organisé, de la corruption ou encore de la lutte contre le financement du terrorisme. Le 24e rallye Monte-Carlo historique s'est terminé dans la nuit de mardi à mercredi. Cette année encore, les concurrents ont parcouru les célèbres spéciales des rallyes Monte-Carlo d'antan, avec le retour des parcours de concentration pour le plus grand bonheur des spectateurs au bord des routes. Vanessa Dessy et Thomas Deus les ont suivis. C'est un véritable retour aux sources pour cette 24e édition du rallye Monte-Carlo historique. Cette dernière se caractérise par le retour du parcours de concentration. L'Automobile Club a souhaité relancer l'économie de la principauté en accueillant comme jadis les concurrents venus de l'Europe. Plusieurs teams sont au rendez-vous, comme celui des chefs qui totalise sur le plateau une dizaine de voitures.
ça devient un rendez-vous et c'est une aventure humaine, c'est une aventure d'amis, de convivialité, parce que ça reste un rallye pour moi de convivialité avant tout, où voilà, on échange, on partage des choses, on se retrouve tous les équipages, tous les soirs, tous les matins. Donc je pense que c'est une vraie aventure humaine. On a eu de la chance, aucun problème mécanique, la voiture nous a porté jusqu'ici, on n'a eu aucun souci, voilà, si ce n'est un peu de fatigue, mais c'est le charme de l'épreuve, donc tout est parfait. Et parmi les plus fidèles de l'épreuve, Olivier Campana, qui n'a jamais manqué un départ dès 2011. Et depuis 3 ans, c'est aux côtés de son épouse qu'il vit une belle aventure familiale. C'est partager des passions. C'est vraiment le but de faire ça en famille. La séance d'essai, je l'ai fait avec mon fils. Et je pense que dans quelques années, le nombre de participations de la voiture, c'est peut-être des enfants qui continueront. Je crois que c'est une chance dans la conjoncture qu'on vit depuis 2 ans que le rallye historique puisse rerouler avec les contraintes qui font que, mais on profite et on vit quasiment pleinement. Au menu de cette dernière nuit de Turini, les chronos de Sospel-la-Bolène et Lodako-Arras, ces 2 mythiques spéciales ont fait la différence pour le vainqueur de l'épreuve qui courait également en famille. Peut-être que la complicité entre 2 frères fonctionne bien dans la voiture. En tout cas, cette édition, elle a bien fonctionné. Il y avait une bonne collaboration, l'équipe a bien aidé, bien supporté. Donc on a vraiment eu un parcours sans faute, je dirais. On a eu beaucoup de chance, on s'est très bien amusé. La dernière soirée avec la 16 et la 17 était assez intense. Mais c'était très amusant. En cette période de pandémie, un encadrement strict et rigoureux de la part de l'Automobile Club de Monaco avait été mis en place afin que cette 24e édition se déroule une fois de plus dans les meilleures conditions. Poursuivons avec du basket. La Roca Team disputait mardi soir sa 24e journée d'Euroleague sur le parquet du Panathinaïkos. En quête de play-off en fin de saison, Monaco devait absolument gagner face à une équipe plutôt en difficulté. Le résumé de la rencontre avec Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Rien n'est jamais facile en Euroleague, même jouer une équipe qui n'a plus rien à espérer cette saison. Complètement décomplexé, le Pana récite son basket face à un Monaco brouillon. Les Grecs font parfaitement circuler la balle et la défense monégasque ne parvient pas à suivre le rythme. Heureusement, le talent offensif des Roca Boys leur permet de ne pas être trop distancés. Sur le deuxième quart-temps, changement de visage total, la Roca Team a retrouvé sa défense et se donne du rythme offensivement. Menés de 8 points à la fin du premier quart, les Monégasques vont compter jusqu'à 10 points d'avance à la moitié du second. Daryl Macon relance le Pana, mais Monaco reste devant à la pause 49-42. Au retour des vestiaires, la Roca Team joue juste avec la bonne intensité. Au milieu du troisième quart-temps, le momentum change et le Pana rattrape son retard petit à petit grâce à une grande soif de victoire. Howard, Saint-Roch et Okaro White en sont les symboles. Monaco encaisse un 11-0 en 3 minutes. Le Pana est en embuscade de 4 points derrière les Blancs alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Et ces 10 dernières minutes seront des plus tendues pour Monaco. Le Pana passe devant 68-67 à 7 minutes du terme. Un homme va insuffler une nouvelle énergie et lancer un 13-0. Paris Lee, exemplaire en défense, n'a peur de rien en attaque. Mike James capte l'énergie et se charge de tuer le match. Un premier shoot, un deuxième, Mike James à 3 points. Ok, d'accord. Et un troisième. L'arrière américain marque 13 de ses 29 points dans le dernier quart. Le Pana ne lâchera rien jusqu'au bout, mais la Roca Team non plus. Victoire 91-83, ô combien importante, puisqu'elle permet à Monaco de rester dans la course au play-off. We didn't play consistent through all game, but like the white two faces, like I think, like this is the game. Game goes up and down. Like you cannot have every time, like 40 minutes, like unbelievable performance. Like so, like it's good that we show the character and like on the end, win this, like in this never easy gym. On the road in a hostile crowd like this, I don't think it was more than 1,000, but it felt like it was at least 5,000 or 6,000 in there. But I like the way our team responded when they made that run. We just showed composure, and I feel like we're growing as a team. Good win. Prochain arrêt pour la Roca Team, Belgrade, dans la fournaise hostile de l'Étoile Rouge.
ancienne équipe de Sacha Obradovic. Et nous suivrons bien évidemment cette rencontre en Serbie face à l'Étoile Rouge, avec les reportages de nos envoyés spéciaux, mais aussi avec le match en direct sur Monaco Info jeudi à 19 h. En tennis, l'équipe monégasque de Coupe Davis se prépare à affronter le Maroc au début du mois de mars pour le match de barrage du groupe mondial 2. Mais la bonne nouvelle, c'est que les monégasques joueront à domicile alors qu'ils étaient attendus au Maroc. Pour prévenir toute complication à venir et l'éventuelle fermeture des frontières marocaines, le comité de Coupe Davis a en effet tranché en réclamant un match en terrain neutre. Monaco s'est proposé pour organiser au Monte Carlo Country Club ces 2 journées de match. Les Marocains ayant accepté, cela se passera donc à Monaco les 4 et 5 mars. Cette année, les règles et les zones ont encore changé. Pour y voir plus clair, nous sommes avec le capitaine de l'équipe monégasque de Coupe Davis. Bonsoir Guillaume Couillard. Bonsoir. Alors pour bien comprendre, tout d'abord, dans quelle zone nous trouvons-nous? Alors nous sommes dans le groupe 2. Mondial en fait, ça a changé depuis peu, où avant c'était une zone Euro-Afrique et maintenant ça englobe le monde entier. Comment va se dérouler cette saison de Coupe Davis? C'est en one-shot comme l'an passé, c'est sur une semaine ou pas? Alors pas du tout, cette fois-ci nous allons rencontrer qu'un seul pays, et donc le Maroc, et ça se déroulera sur 2 jours. Avec 2 premiers simples le vendredi, ensuite un double le samedi matin, suivi de 2 autres simples. Comment va se composer l'équipe de Coupe Davis de Monaco cette année? Alors nous aurons Lucas Catarina, Valentin Vachereau, Hugo Nice et Romain Arneodo, qui étaient déjà présents lors des dernières éditions. Oui, vous avez en quelque sorte des vieux briscards, j'ai envie de dire. C'est important d'arriver avec de l'expérience parce que la Coupe Davis, c'est une autre ambiance et une autre stratégie aussi que les tournois classiques qui se disputent seuls ou en double. Une rencontre d'équipe n'est jamais pareille qu'une rencontre individuelle, ce qu'ils font le reste de l'année. Maintenant, on a des vieux briscards, comme vous dites, on a aussi des jeunes. On a Valentin Vachereau qui a 23 ans et qui va faire sa 2e sélection finalement. Donc qui est tout jeune dans la sélection. Lucas a 25 ans, donc dans le tennis c'est très jeune maintenant, 25 ans. Quand vous voyez ce que font les anciens à plus de 35 ans, voilà, et même on va dire Roger ou Novak Djokovic qui sont plus tout jeunes, qui sont encore au top niveau. On se dit que 25 ans c'est très jeune. Et puis on a donc Hugo et Romain qui ont moins de 30 ans quand même, ils ont 29 ou 30 ans. C'est pas non plus des vieux de la vieille, ils ont une expérience. Mais ils sont encore physiquement très très bien. Et quelles sont vos ambitions? Alors sur cette rencontre, l'ambition est bien sûr de gagner. Je ne sais pas si on est favori vraiment, parce qu'on a 2 joueurs en face de nous qui ont de l'expérience, qui ont eu des classements meilleurs que les nôtres. Mais voilà, nous on est une équipe de copains et avec l'état d'esprit qu'on va apporter pendant ces 2 jours, on a évidemment l'intention de remporter cette victoire. Et puis ce tour devait se disputer au Maroc. Le comité de la Coupe Davis a choisi finalement que cela se passe en terrain neutre. Le Maroc a donné son accord pour que ce soit donc à Monaco en mars. Ça, c'est un petit plus. Alors c'est un gros plus, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu cette incertitude au niveau sanitaire au Maroc. Donc nous, on a sauté sur l'occasion pour dire qu'on était d'accord pour l'organiser. Bien entendu, jouer dans des conditions qu'on connaît parfaitement, sur nos terrains, devant notre public, c'est évidemment un plus et on va s'en servir et on demande d'ailleurs au maximum de gens de venir nous encourager. L'entrée sera ouverte à tous. Merci Guillaume Couillard d'avoir répondu à notre invitation et rendez-vous donc est pris les 4 et 5 mars. Il faut venir vous encourager au Monte Carlo Country Club. Merci beaucoup, bonsoir. J-2 avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. C'est presque une tradition monégasque. La principauté a des représentants en bobsleigh. Rudy Rinaldi et Boris Vian sont engagés en bob à 2. Voici leur portrait signé Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni. Ils s'apprêtent à vivre leurs 2e Jeux Olympiques ensemble, loin des douleurs, loin de la déception des Jeux de Pyeongchang. En 2018, Rudy Rinaldi et Boris Vian avaient fini 19e. 4 ans plus tard, ils reviennent en forme. La crise sanitaire et l'arrêt des compétitions ont permis aux 2 bobeurs de soigner leurs blessures respectives.
Je pense qu'on peut se servir de toutes nos erreurs pour revenir plus fort. 3 opérations avec celle de Boris, ça fait beaucoup, mais non, je pense qu'on est encore plus soudés. On a beaucoup appris ces 4 dernières années, donc à nous de ne pas refaire les mêmes erreurs et de revenir plus fort. Revenir plus fort avec forcément plus d'expérience. Ils ont mis en tout cas toutes les chances de leur côté avec des entraînements ciblés. Ils ont pu aussi avoir un avant-goût de ce qui leur attend aux Jeux de Pékin. En octobre dernier, l'équipe de Bob Monégasque a participé à un test event sur la piste de Yanqing. La piste est magnifique, les infrastructures elles sont incroyables, c'est énorme, c'est un grand centre. J'espère qu'elle nous conviendra bien. L'idée c'est d'être bon là-bas, peu importe si elle est belle ou pas. Mais ouais, on s'y sent bien et j'espère qu'elle nous réussira. Dans cette aventure en Chine, les 2 bobeurs seront accompagnés d'un autre Rinaldi, le frère de Rudy, Anthony. Il sera remplaçant à Pékin. Je savoure au jour le jour. Voilà, c'est pas mon métier, mais je prends un plaisir à m'entraîner au quotidien. Et voilà, oui, comme tu le dis, c'est mes premiers aussi, donc voilà, forcément il y a un peu d'excitation, mais voilà, j'ai envie de savourer. Le bob à 2 monégasque fera son entrée en compétition le 14 février prochain. Demain, nous vous proposerons un coup de projecteur sur le porte-drapeau monégasque aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, cette fois le skieur Arnaud Alessandria. Du football, une bonne nouvelle pour les supporters de l'ASM FC, Alexandra. Oui, les fans de ballon rond l'attendent avec impatience. Samedi à 21 h, l'AS Monaco reçoit Lyon au Louis II, une rencontre à enjeu puisque les Lyonnais viennent de repasser devant les Monégasques pour 1 point et les deux souhaitent se rapprocher du podium. Pour ce match choc, la jauge a exceptionnellement été augmentée à 8000 places et un tarif attractif de 5 € pour la tribune pesage est proposé. Alors dépêchez-vous de prendre vos places, Patricia. Le musée d'anthropologie propose en début de semaine prochaine un colloque international. Un colloque qui se tiendra sur 3 jours, du 7 au 9 février, à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco, avec pour thème les premiers peuplements préhistoriques des Alpes-Maritimes, de Monaco et de Ligurie, au sein de leur paléo-environnement. L'entrée est gratuite sur simple inscription et présentation du pass sanitaire. Le comédien Richard Berry sera quant à lui sur les planches du théâtre Princesse Grace mercredi prochain. 6 plaidoiries qui ont marqué l'histoire de la France. Richard Berry incarne ces grandes figures du barreau pour faire revivre ces grands procès de ces 40 dernières années. Ce seul en scène a été nommé meilleure pièce de théâtre au Globe de Cristal 2019. Il sera présent mercredi 9 février sur les planches du théâtre Princesse Grace. Et un autre spectacle au théâtre des Variétés cette fois, Alexandra. Ciboulette et Oscar seront les vedettes du nouveau spectacle proposé par l'Amadarche, l'association monégasque des Amis de l'Arche, ce samedi à 15 h. Les fonds récoltés lors de cet événement seront reversés à l'Arche à Grasse, un centre médico-social qui accueille des personnes en situation de handicap mental. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur et à cette occasion, n'oublions pas une petite fierté monégasque, la crêpe Suzette avec son appétissante forme ronde et brillante. Un reportage de Dorine Jarnias et Alexandra Marangoni qui va certainement vous mettre l'eau à la bouche. Tout le monde aime les crêpes, mais chacun a sa préférence. La crêpe caramel au beurre salé. La crêpe sucrée avec de la confiture de fraises ou de framboises. Au sucre, nature. Toutes les crêpes sont bonnes, mais à Monaco, c'est la crêpe Suzette qui fait la fierté. La crêpe Suzette a été inventée au Café de Paris dans les années 1890. C'était un accident. À l'époque, le prince de Galles, Albert-Édouard, qui s'appelait Bertie, adorait venir consommer et manger quelques crêpes sur la terrasse, sur la place du Casino, bien entendu. Et un jour, le maître d'hôtel préparait donc la fameuse crêpe et malencontreusement a fait tomber la bouteille d'alcool de Grand Marnier et elle s'est accidentellement enflammée. Le maître d'hôtel, très réactif, expliqua qu'il s'agissait d'une nouvelle recette et le prince choisit de lui donner le nom de sa compagne. Ainsi se créa la fameuse crêpe Suzette dont la recette reste inchangée. Ah, c'est un emblème, c'est l'ADN du Café de Paris. C'est une chose que, à toutes les cartes est liée. Depuis le début du Café de Paris, l'été, l'hiver, on n'a jamais enlevé la crêpe Suzette et on n'enlèvera jamais. Aujourd'hui, à l'occasion de la Chandeleur, plus d'une centaine ont été préparées afin de satisfaire les clients les plus gourmands. Et après cette pause gourmande, nous retrouvons Alexandra Pani pour les prévisions météo. C'est un ciel moins radieux qui nous attend demain.
Oui Patricia, vous avez raison, mais cela ne sera que passager, rassurez-vous. Des nuages feront donc leur apparition dans la journée de jeudi. Le soleil restera timide, mais les températures seront-elles encore bien agréables pour la saison, avec 15 degrés pour les maximales. Et en ce 3 février, nous fêterons les Blaises. Merci Alexandra. Demain à 19 h, c'est le tandem Christophe Pacaud, Frédéric Hélion que vous retrouverez. Les photos de fin d'édition sont consacrées ce soir au rallye historique. Elles ont été prises par Mickaël Alési. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.